Une mère célibataire est sortie de la salle d'entretien en silence. Elle venait d'être rejetée pour un poste de réceptionniste au même nightclub de luxe où elle avait frotté les sols et nettoyé les toilettes pendant 3 ans. Non pas parce qu'elle manquait de capacité, mais parce qu'elle ne correspondait pas à l'image qu'il voulait. Il voyait une femme de ménage. Elle voyait 6 ans d'expérience en gestion de restaurant qu'il refusait de reconnaître. Elle a choisi de partir avec sa dignité intacte plutôt que de mendier une autre chance. Mais alors qu'elle se préparait à quitter le bâtiment, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les portes vitrées du couloir VIP se sont ouvertes en grand et chaque personne dans le hall s'est figée. Le chef de mafia le plus impitoyable de New York est entré dans la lumière, ses yeux froids scannant la pièce jusqu'à ce qu'il la trouve. Puis il a appelé son nom devant tout le monde. Pourquoi un homme qui ne donnait jamais de seconde chance s'arrêterait-il pour une femme que le monde avait déjà écartée? Si cette histoire vous touche, appuyez sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une autre histoire. Maintenant, découvrons ce qui s'est passé quand Emma Cole a rencontré Nikolai Petro. Il y a 3 ans, Emma Cole était une femme complètement différente. Elle était la gérante de l'équipe du soir dans un restaurant italien haut de gamme au cœur de Manhattan, un endroit où un seul dîner pouvait coûter autant que le loyer mensuel d'une personne ordinaire. Elle supervisait une équipe de 15 employés, gérait les clients les plus exigeants sans jamais perdre son sang-froid, et le propriétaire lui faisait confiance sans poser de questions. Sa vie n'était pas riche, mais elle était stable. Elle avait un petit appartement à Brooklyn, un mari nommé Jason qui travaillait dans la construction et une fille de 3 ans nommée Lily, avec des yeux aussi clairs qu'un ciel d'été. Emma a un jour cru que c'était tout ce dont elle avait besoin. Puis tout s'est effondré comme des dominos qui tombent. Lily a commencé à se fatiguer facilement, ses lèvres devenant bleues chaque fois qu'elle courait ou jouait, haletant pour respirer après avoir monté seulement quelques marches. Le Dr. Helen Park a étudié les résultats des tests, puis a regardé Emma avec une expression qu'elle n'oublierait jamais. Cardiopathie congénitale, une communication interventriculaire. L'enfant aurait besoin d'un suivi à vie et d'une chirurgie quand elle serait assez âgée. Le coût du traitement était un nombre qu'Emma n'osait pas prononcer à voix haute. Elle croyait que Jason y ferait face avec elle. Elle avait tort. Jason a commencé à rentrer tard, puis à ne plus rentrer du tout, puis à disparaître pendant des semaines entières avec des excuses de plus en plus difficiles à croire. Elle a trouvé des messages de recouvrement de dettes sur son téléphone. Des nombres avec tant de zéros qu'elle a dû les compter 2 fois. Le jeu. Il jouait depuis 2 ans sans qu'elle le sache. Un matin, Emma s'est réveillée pour trouver le placard de Jason vide. Pas d'explication, pas de message, pas un seul appel. Il est parti comme si elle et Lily n'avaient jamais existé, laissant 70 000 $ de dettes à des recouvreurs qui frappaient à sa porte au milieu de la nuit. Emma a dû s'absenter de plus en plus souvent du travail pour emmener Lily à des rendez-vous médicaux, pour gérer des appels menaçants, pour empêcher sa vie de s'effondrer complètement. Le restaurant l'a licenciée sous le prétexte de réduction de personnel, mais elle connaissait la vérité. Puis sa mère, Mia, une femme de 60 ans qui nettoyait encore des chambres d'hôtel pour aider sa fille, a eu un AVC pendant son service. Elle a survécu, mais elle était paralysée d'un côté, incapable de parler clairement, incapable de prendre soin d'elle-même. 3 générations de femmes étaient maintenant entassées dans un appartement d'une chambre dans le coin le plus délabré de Brooklyn. Un enfant de 6 ans avec un cœur fragile, une femme âgée qui ne pouvait plus bouger la moitié de son corps, et Emma, 27 ans, au chômage, sans mari, sans personne sur qui s'appuyer, des factures médicales empilées sur des factures médicales. Le loyer était en retard d'1 mois, puis de 2. Le réfrigérateur se vidait de jour en jour. Emma a postulé pour des emplois partout, mais personne ne voulait embaucher une mère célibataire qui avait besoin d'horaires flexibles pour s'occuper d'un enfant malade et d'un parent vieillissant jusqu'à ce qu'elle trouve un poste de femme de ménage de nuit à l'Obsidian,
le nightclub le plus luxueux de New York, appartenant au groupe Petro Holdings. Le service se déroulait de 22 heures à 6 heures du matin. Le salaire n'était pas élevé, mais c'était suffisant pour l'empêcher d'être jeté à la rue. Et surtout, elle pouvait être à la maison pendant la journée pour s'occuper de Lily et de sa mère. Emma ne savait pas qu'en franchissant les portes de l'Obsidian pour la première fois, elle entrait sur le territoire de l'empire souterrain le plus puissant de la ville. Elle savait seulement qu'elle avait besoin de ce travail pour survivre. Pendant 3 ans, elle a fait ce travail. 3 ans à pousser un chariot de vadrouille dans des couloirs silencieux à 2 heures du matin, pendant que la ville entière dormait. L'Obsidian la nuit était un monde complètement différent de celui du jour. Quand la musique s'arrêtait et que le dernier client partait, le club devenait aussi immobile qu'un château abandonné, avec rien d'autre que le faible bourdonnement du système de ventilation et le bruit des roulettes du chariot d'Emma roulant sur le marbre poli. Son travail commençait dans le hall principal où des lustres en cristal valant des centaines de milliers de dollars pendaient au-dessus de sa tête. Elle essuyait chaque coraux, polissait chaque table basse en verre, ramassait les verres à cocktail oubliés sous les canapés en velours. Puis elle se déplaçait vers la zone VIP au 2e étage où les salles privées avaient des portes insonorisées et pas de caméra. Elle enlevait les cendres de cigares des cendriers en cristal, essuyait le rouge à lèvres rouge vif des bords des verres à vin, remplaçait les nappes imbibées de champagne renversé. Parfois, elle nettoyait des choses pires, des taches de sang sur les tapis provenant de bagarres dont elle n'était jamais censée connaître les causes, des éclats de verre brisés provenant d'accès de rage dont elle n'était jamais censée être témoin. Elle a appris à ne pas poser de questions, à ne pas regarder trop longtemps, à ne pas se souvenir de ce qui ne devait pas être souvenu. Les toilettes VIP étaient la partie qu'elle détestait le plus. Nettoyer les miroirs, frotter les lavabos, remplacer le savon à la rose pour des clients qui pouvaient dépenser plus en une nuit que ce qu'elle gagnait en une année entière. Pourtant, elle le faisait soigneusement et minutieusement parce que c'était son travail. Parce que Lily avait besoin de médicaments chaque mois, parce que sa mère avait besoin de quelqu'un pour la changer et la retourner pour qu'elle ne développe pas d'escar. Emma connaissait ce bâtiment mieux que la plupart des gens qui y travaillaient pendant la journée. Elle savait quelles sorties de secours avaient tendance à se bloquer, quels coins étaient les endroits où les gens oubliaient souvent leurs affaires, quelle salle de réunion avait un système de climatisation en panne chaque été. Elle était invisible pour tout le monde, pourtant elle voyait tout. Cette nuit-là, après avoir terminé l'étage VIP, Emma a poussé son chariot devant le tableau d'affichage des employés près de la salle de pause. Elle ignorait généralement les papiers affichés là parce qu'ils ne la concernaient jamais. Mais cette nuit-là, un avis imprimé en couleur a attiré son attention. Réceptionniste à la recherche d'un poste à temps plein, de jour, et le chiffre du salaire l'a arrêté. 3 fois ce qu'elle gagnait maintenant, une assurance maladie premium pour toute la famille. Emma est restée là, une main toujours agrippée à la poignée du chariot, ses yeux lisant les lignes encore et encore. Elle a pensé à ses 6 ans d'expérience en gestion de restaurant, aux compétences en communication qu'elle avait affûtées grâce à des milliers de clients exigeantes. Elle a pensé à Lily et aux factures médicales qui l'attendaient à la maison. Pour la première fois en 3 ans, elle s'est permis d'espérer. Elle a sorti son téléphone et a pris une photo de la vie. Quand elle est rentrée à 7 heures du matin, après avoir donné ses médicaments à sa mère et préparé le petit déjeuner pour Lily, Emma s'est assise à la table de la cuisine avec son vieil ordinateur portable. Elle a travaillé sur la candidature pendant 2 heures, pesant chaque mot, chaque phrase. Elle a énuméré son expérience en gestion, ses compétences en résolution de problèmes, sa capacité à travailler sous pression. Puis elle est arrivée à la ligne demandant son poste actuel. Ses doigts ont hésité sur le clavier. Femme de ménage. Elle devait écrire femme de ménage. Elle a fermé les yeux, a pris une profonde inspiration et a tapé le mot dans la case vide. Elle a cliqué sur envoyer,
avant de pouvoir changer d'avis. Puis elle est restée assise là, fixant l'écran de confirmation, se demandant si elle venait de faire la chose la plus courageuse de sa vie ou la plus stupide. 3 jours se sont écoulés dans une attente silencieuse. Emma n'osait rien espérer. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de vérifier son téléphone chaque fois qu'il vibrait. Elle allait au travail, rentrait à la maison, s'occupait de Lily, s'occupait de sa mère, puis retournait au travail, la boucle familière inchangée jusqu'à l'après-midi du 3e jour. Alors qu'elle était assise au chevet de sa mère, lui donnant de la bouillie liquide à la cuillère, son téléphone a vibré. Un email du service des ressources humaines de Petro Holdings. Son cœur semblait manquer un battement. Elle a posé le bol et a ouvert l'email avec des doigts tremblants. Une invitation à un entretien. Poste de réceptionniste. Mardi prochain, 10 heures du matin, 4e étage. Emma l'a lu encore et encore 3 fois pour être sûre qu'elle n'imaginait pas. Il voulait la voir, il voulait vraiment la voir. Sa mère la regardait avec des yeux qui ne pouvaient plus parler, mais comprenaient encore tout. Elle a levé sa bonne main et a doucement touché la joue de sa fille, sa bouche luttant pour former un sourire tordu. Emma a pris la main de sa mère et a murmuré que peut-être tout irait bien. Le premier problème était les vêtements. Emma a ouvert son placard et a réalisé qu'elle n'avait rien de convenable à porter pour un entretien. Les tenues de bureau de ses jours de gestion de restaurant avaient été vendues depuis longtemps pour payer les médicaments de Lily. Son placard ne contenait maintenant que quelques t-shirts usés et jeans délavés. Elle a pensé à Margaret, la voisine veuve de 65 ans au bout du couloir, qui gardait parfois Lily pour elle en cas d'urgence. Margaret avait un jour travaillé comme secrétaire dans un cabinet d'avocats avant de prendre sa retraite. Emma a frappé à sa porte ce soir-là et a maladroitement expliqué la situation. Margaret n'a pas posé beaucoup de questions. Elle a simplement conduit Emma dans la chambre et a ouvert sa garde-robe. Elle en a sorti une robe bleu foncé, élégante, mais pas rigide. Elle était un peu lâche, mais Emma pouvait l'ajuster avec des épingles de sûreté. Margaret lui a également prêté un blazer noir et une paire de petites boucles d'oreilles en perles. Emma l'a remerciée jusqu'à ce qu'elle ne sache plus quoi dire. Dans les jours qui ont suivi, Emma a passé chaque minute libre à se préparer. La nuit, après être rentrée du travail, après que sa mère et Lily se soient endormies, elle se tenait devant le petit miroir de la salle de bain, pratiquant les réponses aux entretiens. Elle se regardait dans les yeux et parlait de son expérience en gestion de restaurant, de la façon dont elle gérait les clients difficiles, de la raison pour laquelle elle voulait le poste. Elle a pratiqué encore et encore jusqu'à ce que sa voix ne tremble plus, jusqu'à ce que les réponses coulent aussi naturellement que la respiration. Elle a repassé la robe empruntée 3 fois, s'assurant que chaque pli était parfait. Elle a poli la seule paire de talons qu'elle possédait encore. Vieux mais utilisable si personne ne regardait de trop près. Le matin de l'entretien, Emma s'est réveillée à 5 heures, même si son service de nuit s'était terminé à 6 heures. Elle a pris une douche, s'est maquillée légèrement avec du rouge à lèvres et du mascara emprunté à Margaret, s'est glissée dans la robe bleu foncé, puis s'est tenue devant le miroir et s'est regardée. Elle ressemblait à quelqu'un d'autre. Elle ressemblait à la femme qu'elle avait été 3 ans auparavant. Lily s'est réveillée alors qu'Emma se préparait à partir. La petite fille a frotté ses yeux, a regardé sa mère dans la tenue inhabituelle, puis a éclaté en un grand sourire. « Maman est si jolie. Où vas-tu? » Emma s'est agenouillée, a pris sa fille dans ses bras et a expliqué que maman allait postuler pour un nouveau travail, un meilleur travail, afin qu'elle puisse être plus souvent à la maison avec elle et que Lily puisse voir le médecin plus souvent. Lily est restée silencieuse un instant, puis a placé sa petite main sur la joue de sa mère. « Je crois que tu peux le faire. Tu es la meilleure, maman. » Emma l'a serré fort, avalant la boule dans sa gorge. Elle a promis qu'elle rapporterait de bonnes nouvelles. Elle est sortie de l'appartement, a descendu le couloir sombre, a pris les escaliers car l'ascenseur était de nouveau en panne et a émergé sous le soleil du matin.
Elle a pris le bus jusqu'à l'Obsidian, le bâtiment qu'elle avait nettoyé pendant 3 ans, mais n'avait jamais franchi les portes d'entrée à la lumière du jour. Alors qu'elle se tenait devant la massive entrée vitrée, regardant le hall brillamment éclairé, elle se sentait comme une étrangère essayant de marcher sur une planète qui ne lui appartenait pas. Emma a franchi les portes vitrées et le monde a complètement changé. Le hall de l'Obsidian, à la lumière du jour, était inondé de lumière naturelle qui s'y déversait par d'immenses fenêtres, totalement différent de l'obscurité silencieuse qu'elle connaissait si bien chaque nuit. Les lustres en cristal scintillaient sous le soleil au lieu d'une lueur artificielle. Le personnel se déplaçait partout en costume sur mesure, café à la main, téléphone à l'oreille, marchant avec la confiance de personnes qui semblaient nées pour appartenir à cet endroit. Emma s'est approchée du bureau de la réception, le même endroit qu'elle nettoyait chaque nuit, et a dit à la jeune et belle femme derrière qu'elle avait un entretien à 10 heures. La femme l'a regardée de haut en bas, son regard s'arrêtant un bref instant sur les talons usés d'Emma, puis a offert un sourire poli et lui a demandé d'attendre. Emma a choisi une chaise près de la fenêtre, assise droite, les mains jointes sur ses genoux, essayant de paraître naturelle. Elle a observé les gens autour d'elle. Un homme en costume gris lisait les nouvelles sur sa tablette. 2 jeunes femmes passaient en riant d'une fête de la veille. Un groupe est sorti de l'ascenseur, tous vêtus de vêtements de marque, portant le parfum de parfum cher. Emma se sentait petite, la robe empruntée semblait soudain trop vieille, les talons trop éraflés, le maquillage léger trop fin pour cacher les cernes sous ses yeux dus à d'innombrables nuits blanches. Elle s'est dit d'arrêter de s'inquiéter et de se concentrer sur ce qu'elle savait, sur ce qu'elle pouvait faire. Exactement 10 heures, une jeune femme en tenue d'affaires noires s'est approchée et a appelé son nom. Emma l'a suivie dans l'ascenseur, regardant les chiffres monter de 1 à 4, tandis que son cœur battait plus vite à chaque étage qui passait. Les portes se sont ouvertes sur un long couloir bordé de murs en verre et d'un décor moderne et élégant. Emma avait nettoyé cet espace des centaines de fois, mais n'y avait jamais marché pendant les heures de bureau, ne l'avait jamais vu animé de gens. La femme l'a conduite à une salle de conférence au bout du couloir et a ouvert la porte. La pièce était lumineuse, dominée par une longue table en verre, un côté s'ouvrant sur une vue imprenable sur Manhattan. 3 personnes étaient déjà assises à l'extrémité. L'homme au centre avait environ 45 ans, les cheveux poivre et sel soigneusement peignés, portant un costume gris et une montre en or. Carter Mills, le directeur du club. Emma l'a reconnu des nuits tardives où elle le voyait occasionnellement traverser le hall. Il la regardait ouvertement, son évaluation non dissimulée. À sa gauche était assise une femme d'environ 32 ans, les cheveux tirés en un chignon serré, une blouse blanche, son expression froide et professionnelle. Natasha Wells, directrice des ressources humaines, son nom affiché sur le badge épinglé à sa poitrine. À droite se trouvait un homme plus jeune, probablement de la gestion des opérations, feuilletant un dossier. Emma est entrée, a souri et les a salués. Ils lui ont fait signe de prendre la chaise en face de la table. La distance entre eux n'était qu'une vitre, pourtant cela ressemblait à un abîme. Carter Mills a commencé par des questions de routine. Pourrait-elle se présenter? Emma a pris une profonde inspiration et a commencé. Elle a parlé de ses 6 ans en tant que gérante de l'équipe du soir dans un restaurant italien à Manhattan, de la supervision d'une équipe de 15 employés, de la gestion de situations clients difficiles. Sa voix était calme et claire. Les réponses qu'elle avait pratiquées des centaines de fois devant le miroir coulaient maintenant naturellement. Natasha Wells a posé une question sur une situation spécifique impliquant un client exigeant. Emma a décrit un incident où un client ivre était devenu agressif envers un serveur. Comment elle les avait calmement séparés, escorté le client dans une salle privée, écouté ses plaintes, et finalement non seulement résolu le problème, mais l'avait transformé en un client régulier. Natasha a hoché la tête, visiblement impressionnée, et a écrit quelque chose dans son carnet.
Le directeur des opérations a posé des questions sur les compétences en communication et la capacité à travailler sous pression. Emma a répondu à chaque question avec confiance, sentant qu'elle s'en sortait bien, sentant qu'elle pouvait vraiment avoir une chance. Puis Carter Mills s'est penché en arrière dans sa chaise, a croisé les bras sur sa poitrine et a posé une question qui a figé la pièce. Où avez-vous fait vos études universitaires? Emma a dégluti. Elle a dit qu'elle n'avait pas de diplôme universitaire. Elle a commencé à travailler juste après avoir terminé le lycée pour aider à soutenir sa famille. Carter Mills n'a rien dit, se contentant d'écrire quelque chose dans le carnet devant lui. Natasha se racle la gorge. Wells a jeté un coup d'œil vers le directeur des opérations. Emma a senti le changement dans la pièce comme si la température avait baissé de quelques degrés. Carter Mills a tourné une page du dossier et a continué. Son ton toujours poli, mais subtilement changé. Quel est votre poste actuel? Emma savait que cette question allait venir. Elle s'y était préparée. Elle s'était dit qu'elle devait être honnête parce qu'il vérifierait de toute façon. Elle a regardé droit dans les yeux de Carter Mills et a parlé sans hésiter. Je travaille actuellement comme personnel de nettoyage de nuit dans ce club. Silence. Carter Mills a arrêté d'écrire. Natasha Wells a levé la tête et a regardé Emma comme si elle était quelque chose d'inconnu. Le directeur des opérations a fermé le dossier. Emma a tout vu. Elle a vu le changement dans leurs yeux, de la curiosité à la surprise, puis à quelque chose comme de la pitié mêlée de dédain. Elle a vu la façon dont Carter Mills s'est penché encore plus en arrière, la distance entre eux s'étirant davantage. Il a demandé, sa voix lente et douce au point de frôler la moquerie. « Croyez-vous que vous correspondez à l'image de notre club? » La question ne nécessitait pas de réponse. Ils avaient déjà décidé avant qu'elle puisse ouvrir la bouche. Emma s'est sentie comme si elle avait reçu une gifle violente, mais elle n'a rien laissé paraître. Elle a gardé le dos droit, son regard stable, sa voix sans tremblement, même si quelque chose en elle se brisait pièce par pièce. Elle a répondu qu'elle croyait que son expérience parlait d'elle-même. 6 ans à gérer un restaurant haut de gamme, des milliers de clients exigeants gérés, des centaines de situations d'urgence résolues. Elle connaissait ce bâtiment mieux que quiconque, assis dans cette pièce parce qu'elle en avait parcouru chaque recoin pendant les 3 dernières années. Carter Mills a souri, le sourire poli qu'Emma avait vu des centaines de fois sur les visages des gens sur le point de dire non. Il a dit qu'ils étaient très impressionnés par son expérience. Mais ce poste exigeait une certaine image, un certain alignement avec la marque du club. Il la contacterait. Emma a compris. Elle a compris plus clairement que quiconque dans cette pièce ne le réalisait. Ils ne la contacteraient pas. Ils n'avaient jamais eu l'intention de lui donner une chance une fois qu'ils savaient qui elle était. Ils avaient seulement besoin d'une raison pour la rejeter, et elle leur l'avait donnée elle-même. Elle a regardé les 3 personnes en face de la table, rencontrant tour à tour chacun de leurs regards. Carter Mills, avec l'expression satisfaite de quelqu'un qui venait de confirmer un préjugé, Natasha Wells, son regard froué et vide d'émotion. Le directeur des opérations ne la regardait même plus, ses yeux fixés sur son téléphone comme si elle avait déjà cessé d'exister. Elle a pensé à Lily qui l'attendait à la maison, à la promesse qu'elle avait faite de rapporter de bonnes nouvelles. Elle a pensé à l'opération de 200 000 $ que le Dr. Helen Park avait dit qu'il faudrait dans l'année à venir. Elle a pensé aux 3 ans qu'elle avait passés à frotter les toilettes et à essuyer le sang des tapis pour ces gens. Invisible comme un fantôme, sans un seul merci, sans un seul regard de reconnaissance. Elle aurait pu mendier. Elle aurait pu expliquer sa situation. Sa fille avec une maladie cardiaque. Sa mère alitée. Le mari qui avait disparu et laissé une montagne de dettes. Elle aurait pu pleurer, supplier, faire n'importe quoi pour obtenir ce travail. Mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est levée lentement avec dignité. Elle les a remerciés d'avoir pris le temps de la rencontrer. Sa voix était calme, comme s'il venait de discuter de la météo au lieu d'écraser son dernier espoir fragile. Elle n'a offert aucune explication supplémentaire, aucune défense, aucune supplication. Elle a simplement hoché la tête en guise d'adieu,
s'est retournée et a marché vers la porte, chaque pas ferme sur le plancher en bois poli, les épaules droites, la tête haute. Elle a ouvert la porte de la salle de conférence et est sortie. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger clic. Emma est restée seule dans le long couloir vide. Ses jambes ont commencé à trembler. Ses mains ont commencé à trembler. Elle a appuyé son dos contre le mur froid, a fermé les yeux et a essayé de contrôler sa respiration qui devenait superficielle et rapide. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas permis de pleurer. Pas ici. Pas maintenant. Pas à l'intérieur de ces murs. Elle a pris une profonde inspiration, puis une autre, jusqu'à ce que ses mains arrêtent de trembler, jusqu'à ce que ses jambes puissent de nouveau bouger. Elle a marché vers l'ascenseur, a appuyé sur le bouton du bas et a regardé les chiffres monter de 1 à 15. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Elle est entrée, tournant le dos au couloir, à la salle de conférence, aux gens qui venaient de la regarder comme si elle était des ordures. Elle a regardé son reflet dans les portes en acier poli, une femme fatiguée dans une robe empruntée un peu lâche et des talons usés au-delà de leur prime, mais sa posture est restée intacte. Elle se portait avec un air de défi tranquille. Au moins, elle avait encore ça, sa dignité, la seule chose qu'il ne pouvait pas lui prendre. L'ascenseur s'est arrêté au rez-de-chaussée et Emma est entrée dans le hall. La lumière du soleil continuait de se déverser à travers les imposantes fenêtres inférieures. Les employés continuaient à se déplacer, café à la main. Tout continuait comme si rien ne s'était passé parce que pour eux, rien ne s'était passé. C'était juste un entretien manqué d'une femme de ménage qui ne connaissait pas sa place. Emma s'est dirigée vers la sortie, voulant échapper à cet endroit le plus rapidement possible pour rentrer chez elle, serrer Lily dans ses bras et lui dire que maman avait fait de son mieux. Elle n'était qu'à quelques pas des portes vitrées lorsque tout a changé. Les portes vitrées menant du couloir VIP se sont ouvertes en grand, non pas doucement, mais avec force, claquant contre le mur avec un bruit qui a fait se retourner tout le hall. Puis tout le monde s'est figé. Emma l'a vu avant de le voir, lui. Elle a vu la belle réceptionniste derrière le bureau sauter sur ses pieds, le dos rigide, le visage pâle. Elle a vu l'homme lisant les nouvelles sur sa tablette se lever brusquement et baisser la tête. Elle a vu les deux jeunes femmes qui riaient se taire, la peur remplissant leurs yeux. Puis elle l'a vu. Nikolai Petrov est entré dans la lumière du hall comme les ténèbres s'élevant de l'enfer. Il était plus grand qu'Emma ne l'avait imaginé, au moins un mécanicien, aux épaules larges avec la carrure d'un prédateur plutôt que d'un homme d'affaires. Un costume noir parfaitement ajusté épousait son corps sans un seul pli. Ses cheveux foncés étaient légèrement longs et peignés en arrière, révélant des traits nets et une mâchoire qui semblait sculptée dans la pierre. Mais le plus terrifiant, c'était ses yeux. Froids, gris comme l'acier, comme un ciel d'hiver avant une tempête de neige, comme un lac gelé cachant des corps sous la glace. Ses yeux ont balayé le hall, et les gens ont baissé la tête comme de l'herbe devant le vent. Roman Volkov le suivait de près. Un homme massif avec la présence d'un ours et un visage inexpressif, le bras droit le plus fidèle du chef de mafia, le plus puissant de New York. Emma est restée là, figée au centre du hall, incertaine de devoir continuer à marcher ou rester immobile. Elle n'était qu'une femme de ménage. Elle n'avait rien à voir avec des gens comme ça. Elle n'avait qu'à baisser la tête et passer comme tout le monde. Mais elle n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ses yeux gris froids l'avaient déjà trouvée. Nikolai Petrov s'est arrêté au milieu du hall, à moins de 5 mètres d'elle, et l'a regardé droit dans les yeux. Emma Cole, sa voix était basse et froide, pas forte, pourtant elle a résonné dans l'espace silencieux. Elle a entendu quelqu'un prendre une inspiration brusque. Elle n'était pas sûre que ce ne soit pas la sienne. Il connaissait son nom. Le chef de mafia, le plus impitoyable de New York, connaissait le nom d'une femme qui frottait les toilettes.
Emma ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle a gardé son calme, son regard inébranlable, même si son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. Elle a hoché la tête en guise de salutation, sa voix assez calme pour se surprendre elle-même. « Oui, monsieur. » À ce moment, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et Carter Mills est sorti. Il tenait son téléphone, riant en parlant, inconscient que l'atmosphère avait complètement changé. Puis il a levé les yeux. Son expression est passée de suffisante à terrifiée en un instant quand il a vu Nikolai Petrov debout dans le hall. Il a raccroché précipitamment et s'est précipité, trébuchant sur ses salutations. « Monsieur Petrov, je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose que je puisse? » Nikolai ne l'a pas regardé. Ses yeux sont restés fixés sur Emma. Elle a passé un entretien pour le poste de réceptionniste, n'est-ce pas? Emma a hoché la tête, ne comprenant pas comment il savait, ne comprenant pas pourquoi il s'en souciait. Carter Mills a regardé de Nikolai à Emma et vice-versa, son visage devenant pâle comme du papier. « Oui, monsieur, elle a passé l'entretien ce matin et le résultat... » Carter a dégluti. « Nous l'avons trouvé inadapté à l'image du club, monsieur. » Nikolai a finalement tourné son regard vers Carter et Emma a vu l'homme qui s'était assis en face d'elle avec une arrogance tranquille rétrécir comme une souris devant un cobra. Inadapté à l'image. Nikolai a répété chaque mot lentement, sa voix froide comme la glace. Inadapté parce qu'elle manque d'expérience. Carter a secoué la tête rapidement. Non, monsieur, son expérience est très solide, mais inadaptée parce qu'elle manque de compétences en communication. Non, monsieur, ses compétences sont... Alors inadaptée parce qu'elle nettoie vos sols chaque nuit? La question est restée suspendue dans l'air comme une lame attendant de tomber. Carter Mills a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Son visage est passé du pâle au cendré. Un silence de mort a englouti le hall. Emma est restée là, respirant à peine, ne comprenant pas ce qui se déroulait. Nikolai s'est avancé vers elle, chaque mouvement lent et délibéré, jusqu'à ce qu'il se tienne à moins d'1 mètre. « Savez-vous que je révise les images de sécurité de ce bâtiment chaque jour? » Emma a secoué la tête, son cœur battant follement. « Je vous ai vu travailler pendant 3 ans, » a dit Nikolai, sa voix toujours froide, mais portant quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer. « Vous n'avez jamais été en retard d'1 seule minute. Vous n'avez jamais fait de tâches avec négligence. Vous ne vous êtes jamais plainte. Même en nettoyant des choses que personne ne devrait avoir à nettoyer, vous travaillez comme si quelqu'un vous regardait toujours. Même quand vous croyez que personne ne vous regarde. » Emma ne savait pas quoi dire. Elle est restée là, piégée par l'intensité de son regard, voulant reculer, mais incapable de bouger. Et aujourd'hui, j'ai regardé la caméra de la salle d'entretien. Nikolai a continué, sa voix baissant. J'ai vu comment ils vous ont regardé quand ils ont appris qui vous étiez. J'ai vu comment ils ont décidé de vous rejeter avant même que vous n'ayez fini de parler. Et j'ai vu comment vous vous êtes levé et êtes parti sans demander dire un seul mot. Il a fait une pause, ses yeux ne quittant jamais les siens. C'est pourquoi je suis ici. Emma est restée là, face à l'homme le plus puissant de New York, ne sachant pas comment réagir. Autour d'eux, tout le hall est resté figé dans le silence. Personne n'osait bouger. Personne n'osait respirer trop fort. Carter Mills se tenait à quelques mètres, son visage blanc comme un cadavre, des gouttes de sueur perlant sur son front. Nikolai Petrov a fait un pas de plus vers Emma, réduisant la distance jusqu'à ce qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, chère et sombre, tout comme l'homme lui-même. « Je ne donne pas de seconde chance, a-t-il dit, sa voix basse et froide comme l'acier. Mais je donne des premières chances aux personnes qui sont rejetées injustement. » Emma ne comprenait pas ce qu'il disait. Tout ce qu'elle savait, c'est que son cœur battait la chamade, ses pensées tourbillonnaient et ses jambes tremblaient, même si elle luttait pour les garder stables. Nikolai a tourné son regard vers Carter Mills,
Ses yeux si froids qu'Emma a vu l'homme rétrécir un peu plus là où il se tenait. Vous la placerez dans le programme de formation des réceptionnistes. 2 mois si elle réussit, le poste est à elle. Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Carter Mills a hoché la tête à plusieurs reprises comme une marionnette tirée par des ficelles invisibles. Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. J'arrangerai tout immédiatement. Nikolai n'a pas accordé un autre retour à Carter. Il s'est retourné vers Emma, ses yeux gris perçants comme s'il lisait chaque pensée dans son esprit. Vous serez formé comme tout autre candidat. Pas de traitement spécial, pas d'exception. Si vous n'êtes pas capable, vous serez renvoyé. Mais si vous prouvez que vous êtes digne, le poste est à vous. Emma a finalement trouvé sa voie. Pourquoi? A-t-elle demandé, plus rudement qu'elle ne l'avait voulu. Pourquoi faites-vous cela? Nikolai a légèrement incliné la tête, un petit geste qui lui a donné l'impression d'être une proie évaluée par un chasseur. Parce que vous n'avez pas mendié, a-t-il dit. Parce que quand ils vous ont regardé comme si vous n'étiez rien, vous vous êtes levé avec une grâce inébranlable et d'être parti avec une dignité sans peur. Vous avez gardé votre dignité quand vous n'aviez plus rien à perdre. Cela ne s'apprend pas. Emma ne savait pas quoi dire. Elle s'était préparée au rejet, à l'échec, à rentrer chez elle les mains vides. Elle ne s'était pas préparée à cela. Nikolai a continué, sa voix toujours froide, mais recouverte de quelque chose d'autre, quelque chose de presque doux, bien qu'Emma n'était pas sûre de ne pas l'imaginer. Et si vous terminez le programme de formation, j'envisagerai de couvrir les frais médicaux de votre fille. Emma s'est figée. C'était comme si quelqu'un lui avait frappé l'air hors de sa poitrine. Il savait pour Lily, mais comment? Elle a hésité, incapable de finir la question. Nikolai l'a regardé fixement, ses yeux gris ne révélant aucune émotion. « Je sais tout sur les gens qui travaillent pour moi », a-t-il dit aussi tranquillement que s'il discutait de la météo, et non du fait qu'il avait disséqué sa vie privée. « Je sais que vous avez une fille de 6 ans nommée Lily avec une cardiopathie congénitale. Je sais que votre mère a eu un AVC et est alitée. Je sais que votre ancien mari a disparu et a laissé derrière lui des dettes de jeu. Je sais que vous vivez dans un appartement d'une chambre à Brooklyn avec un loyer en retard de 2 mois. » Un frisson a parcouru l'échine d'Emma. Il savait tout, chaque petit détail misérable de sa vie mise à nu. Elle aurait dû avoir peur. Elle aurait dû faire demi-tour et courir aussi loin que possible de cet homme et de son monde sombre. Mais elle a pensé à Lily. Elle a pensé à l'opération de 200 000 $. Elle a pensé aux yeux de sa fille ce matin-là, brillants de foi, lui disant que maman était la meilleure. Emma a pris une profonde inspiration, a regardé droit dans les yeux gris froids de Nikolai Petrov et a posé la seule question qu'elle savait qu'elle devait poser. Que dois-je payer? Quelque chose a vacillé dans les yeux de Nikolai. Surprise, respect. Emma ne pouvait pas dire. Il l'a étudié un instant de plus, puis le coin de sa bouche s'est légèrement relevé. Pas vraiment un sourire. Juste quelque chose de proche d'un léger amusement. « Vous travaillez juste », a-t-il dit. Pas de conditions cachées, pas d'autres obligations. Vous vous entraînez, vous apprenez, vous travaillez. Si vous êtes assez bonne, vous avez le poste. Si vous ne l'êtes pas, vous partez. C'est aussi simple que cela. Emma le regarda, essayant de lire quelque chose derrière ce masque de glace. Elle ne trouva rien, mais elle ne trouva pas non plus de mensonge. Elle jeta un coup d'œil derrière lui à Carter Mills, debout, pâle et rigide, les yeux emplis de peur et de ressentiment alors qu'il la regardait. Elle vit Roman Vulov à côté de Nikolai, son visage aussi inexpressif que la pierre. Pourtant, ses yeux contenaient une trace de quelque chose comme de la curiosité. Elle pensa à Lily qui l'attendait à la maison. Elle pensa à sa mère allongée, impuissante, dans son lit. Elle pensa aux 3 ans qu'elle avait passés à frotter les sols et les toilettes dans l'obscurité. Elle n'avait pas le choix. Elle ne l'avait jamais eu. Emma acquiesça. « J'accepte. »
Nikolai la fixa du regard un long moment, ses yeux gris ne révélant toujours rien. Puis, il hocha la tête, se retourna et retourna vers les portes VIP par lesquelles il était venu. Roman Voulov le suivit sans se retourner. Juste avant de disparaître derrière l'embrasure, Nikolai s'arrêta et parla sans se retourner. Lundi prochain, 8 heures du matin, ne soyez pas en retard. Puis il entra dans l'ombre et les portes se refermèrent derrière lui. Emma est restée là, debout dans le hall lumineux, comme si elle venait de signer un pacte avec le diable. Le lundi suivant, Emma est arrivée au bâtiment Petro Holdings à 7h30 du matin, une bonne demi-heure plus tôt que requis. Elle portait la robe empruntée à Margaret, la seule tenue qu'elle possédait, qui était assez respectable pour un environnement d'entreprise. Le siège principal de Petro Holdings se trouvait à quelques pâtés de maisons de l'Obsidian, une tour de verre de 40 étages s'élevant au-dessus de Manhattan comme un monument à la puissance et à l'argent. Emma s'est arrêtée devant les portes tournantes, a pris une profonde inspiration, puis est entrée. Le hall d'accueil était vaste avec des sols en marbre noir et blanc, des lustres en cristal suspendus haut et un immense mur gravé des mots Petro Holdings en acier poli. Emma s'est approchée du bureau de la réception et a dit qu'elle avait un rendez-vous avec les ressources humaines. La jeune femme derrière le comptoir l'a regardée de haut en bas, a vérifié une liste, puis a passé un appel téléphonique à l'étage. Quelques minutes plus tard, une femme est sortie de l'ascenseur. Natasha Wells, la même femme froide qui était assise dans la salle d'entretien ce jour-là. Emma a senti son corps se tendre, mais elle a gardé son expression calme. Natasha l'a regardée sans montrer aucune émotion. Elle se racle la gorge. « Suivez-moi ». Emma a suivi Natasha dans l'ascenseur et est montée au 3e étage où se trouvaient des bureaux des ressources humaines. Elles ont marché le long d'un long couloir bordé de bureaux envers des deux côtés. Emma pouvait sentir les regards se tourner vers elle. Des murmures s'élevaient derrière elle comme le bruissement de feuilles sèches. Elle ne pouvait pas distinguer les mots, mais elle n'en avait pas besoin. Elle savait qu'ils parlaient d'elle. Les rumeurs se propagent plus vite que le feu au sein d'une grande organisation. L'histoire de la femme de ménage, personnellement intervenue par le chef de la mafia lui-même, était devenue le sujet de commérage dans tout le bâtiment en quelques jours seulement. Natasha l'a conduite dans un petit bureau et lui a remis une épaisse pile de documents. Un contrat de probation, des accords de confidentialité, des règlements internes et des dizaines d'autres formulaires. Emma s'est assise et a commencé à lire chaque page, signant chaque ligne avec soin. Natasha est restée là, la regardant, ne disant rien. Mais Emma a senti le poids de son évaluation. Une fois la paperasse terminée, Natasha l'a emmenée dans la salle de formation au 10e étage. La pièce était spacieuse avec des tables disposées en U, un grand écran de présentation à l'avant et 4 personnes déjà assises, 3 femmes et un homme, tous plus jeunes qu'Emma, probablement autour de 22 ou 23 ans, avec la confiance brillante de jeunes diplômés d'universités prestigieuses. Ils se sont retournés pour regarder. En entrant, Emma a vu de la curiosité dans leurs yeux, puis de la surprise quand ils ont réalisé qu'elle était plus âgée, puis un éclair de quelque chose comme du dédain, alors qu'ils chuchotaient entre eux. « C'est elle, la femme de ménage? J'ai entendu que M. Petro personnellement. Comment est-elle entrée ici? Il doit y avoir quelque chose. » Emma a tout entendu. Chaque mot, chaque chuchotement, chaque regard jugeant. C'était comme 1000 aiguilles de pressant sa peau, mais elle ne l'a pas montré. Elle a marché vers la dernière chaise vide, s'est assise au poster a posé son sac à côté d'elle et a regardé droit devant. Elle ne leur devait aucune explication. Elle n'avait pas besoin de leur approbation. Elle avait seulement besoin de bien faire son travail. Elle a pensé à Lily à la maison avec sa grand-mère. Elle a pensé au sourire de sa fille ce matin-là, quand elle a dit que maman commençait un nouveau travail. Elle a pensé à tout ce qu'elle avait enduré au cours des 3 dernières années et s'est dit que quelques chuchotements ne signifiaient rien.
Elle avait frotté du sang sur les sols. Elle avait nettoyé les toilettes à 3 heures du matin. Elle avait avalé des larmes nuit après nuit en regardant des piles de factures médicales. Quelques regards de mépris d'enfant qui n'avaient pas encore goûté à la vie ne pouvaient pas la briser. Emma a pris une profonde inspiration, s'est redressée et a attendu que la formation commence. Ce qu'il pensait d'elle n'avait pas d'importance. Seuls les résultats comptaient. À exactement 8 heures du temps, la porte de la salle de formation s'est ouverte et une femme est entrée. Clara Henderson, la formatrice principale du programme, environ 45 ans, avec des cheveux bruns coupés courts et des yeux aussi perçants que des lames. Elle avait passé 15 ans à gérer des hôtels 5 étoiles avant de se lancer dans la formation pour Petro Holdings. Emma le savait parce qu'elle avait fait des recherches sur le programme toute la semaine, lisant chaque information qu'elle pouvait trouver pour se préparer. Clara s'est tenue à l'avant de la pièce et a lentement scanné chaque stagiaire. Son regard s'est attardé sur Emma 1 seconde de plus que sur les autres, mais elle n'a révélé aucune émotion. « Je me fiche de qui vous êtes, d'où vous venez, ou de qui vous a amené ici, » a commencé Clara, sa voix claire et ferme. « Je ne me soucie que de ce que vous pouvez faire. Au cours des 2 prochains mois, je vous apprendrai tout ce que vous devez savoir pour devenir une réceptionniste professionnelle. Si vous n'êtes pas capable, vous serez éliminé. Pas d'exception. » Emma a ressenti une montée silencieuse de respect pour la femme. Pas de favoritisme, pas de préjugés, seule la capacité comptait. C'est tout ce qu'elle avait toujours voulu. La première semaine a été axée sur les compétences en communication et la gestion des conflits. Clara a donné des conférences sur le langage corporel, sur le maintien du contact visuel, sur l'art d'écouter et de montrer de l'empathie aux clients. La théorie n'était pas difficile pour Emma, car elle avait vécu ces principes pendant 6 ans en tant que gérante de restaurant. Pourtant, elle a pris des notes méticuleuses, refusant de manquer un seul détail. Les autres stagiaires l'ont regardée écrire avec des expressions mêlant surprise et dédain. Une femme blonde nommée Jessica a chuchoté à la personne à côté d'elle assez fort pour qu'Emma l'entende. Pourquoi écrit-elle autant? À quoi bon l'expérience en nettoyage de toilettes, de toute façon? Emma a fait semblant de ne pas entendre et a continué à écrire. Le 3e jour, Clara a commencé les exercices pratiques. Elle a joué le rôle d'une cliente difficile et a demandé à chaque stagiaire de gérer la situation. Le premier était un jeune homme nommé Kevin, diplômé en gestion hôtelière de l'Université Cornell. Il a bégayé lorsque Clara a crié qu'une salle VIP n'était pas prête à temps. Il a essayé de s'expliquer, est devenu de plus en plus confus à chaque mot, et finalement est resté là, le visage rouge, complètement perdu. Clara a secoué la tête et a appelé le stagiaire suivant. Jessica s'est avancée avec confiance. Mais lorsque Clara a commencé à grogner à propos d'un personnel non professionnel, la voix de Jessica a commencé à trembler et elle a finalement éclaté en sanglots. Clara a soupiré et a appelé le nom suivant. Un par un, ils ont échoué. Ils avaient de la théorie, ils avaient des diplômes, mais ils n'avaient pas l'expérience de faire face à la vraie colère de vrais clients. Emma Cole a appelé Clara en dernier. Emma s'est levée et s'est avancée. Elle sentait le poids des regards sur son dos, attendant qu'elle échoue comme les autres. Clara l'a fixée d'un regard froid et a commencé le jeu de rôle. Quel genre d'employé laisse un client attendre 15 minutes? A-t-elle aboyé, claquant sa main sur la table. Je suis une cliente VIP. Je n'ai pas le temps pour ce niveau de manque de professionnalisme. Appelez votre manager tout de suite. Emma n'a pas reculé. Elle a rencontré les yeux de Clara, son expression calme, sa voix douce mais stable. « Madame, je m'excuse sincèrement pour ce désagrément. Je comprends que votre temps est extrêmement précieux et que ce retard est inacceptable. Permettez-moi de résoudre personnellement le problème pour vous dès maintenant. En attendant, je voudrais vous offrir une coupe de champagne gratuite dans notre salon privé. » Clara ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à grogner, ajoutant des demandes déraisonnables, poussant délibérément Emma sur un terrain difficile. Mais Emma n'a pas flanché. Elle a géré chaque situation naturellement,
non pas en suivant un script ou un manuel, mais par un instinct affûté par des milliers de nuits passées à traiter des clients ivres et furieux dans un restaurant. Finalement, Clara s'est arrêtée. Elle a regardé Emma un long moment, puis s'est tournée vers la classe. C'est la bonne approche, a dit Clara, sa voix toujours stricte, mais portant quelque chose de proche de l'approbation. Elle ne discute pas, elle ne donne pas d'excuses, elle ne panique pas. Elle reconnaît le problème, fait preuve d'empathie envers le client et offre une solution immédiatement. C'est de l'expérience, pas de la théorie. Emma est retournée à sa place et a senti le changement dans les regards des autres stagiaires. Le mépris avait disparu. À sa place, il y avait de la surprise et peut-être même un respect réticent. Ce soir-là, Emma est rentrée chez elle et a raconté sa journée à Lily. La petite fille était assise sur le lit, les yeux pétillants, tapant des mains et riant en écoutant sa mère décrire comment elle avait géré un client difficile. « Maman est incroyable, » a dit Lily, la serrant dans ses bras. « Je savais que tu étais la meilleure. » Emma la serrait fort, sentant chaque humiliation de la journée fondre dans cette petite étreinte chaude. La deuxième semaine a commencé avec les systèmes techniques, et Emma savait que ce serait son plus grand défi. Clara a présenté le logiciel de gestion de clientèle utilisé par le club. Un système complexe, avec des dizaines de fonctions différentes. Réservation de salles VIP, gestion des listes d'invités, coordination avec la sécurité, suivi des demandes spéciales pour les clients fidèles, gestion des paiements et des factures. L'écran de l'ordinateur s'est rempli d'icônes, de menus et de fenêtres pop-up qu'Emma n'avait jamais vues auparavant. Les autres stagiaires utilisaient les fonctions avec facilité. Kevin tapait rapidement, ses yeux ne quittant jamais l'écran. Jessica naviguait entre les fonctionnalités comme si elle était née en sachant comment faire. Ils avaient grandi avec la technologie. Les ordinateurs faisaient naturellement partie de leur vie depuis l'enfance. Emma était différente, enfant. Elle avait 27 ans et le vieil ordinateur portable à la maison n'était utilisé que pour les candidatures et la vérification des emails. Elle n'avait jamais travaillé avec un système aussi complexe. Ses doigts s'embrouillaient sur le clavier, ses yeux passaient d'une fenêtre à l'autre, et son esprit tournait alors qu'elle essayait de se souvenir de chaque étape. Clara faisait le tour de la pièce, observant chaque stagiaire. Lorsqu'elle a atteint le poste d'Emma, elle s'est arrêtée brièvement et regardé son écran, puis a continué sans un mot. Emma savait qu'elle prenait du retard. Elle le sentait dans le regard de Clara, dans le petit rire silencieux de Jessica lorsqu'elle jetait un coup d'œil à l'écran d'Emma, dans le regard de Kevin lorsqu'il terminait la tâche 10 minutes avant elle. Mais Emma n'a pas abandonné. Chaque soir après la formation, lorsque les autres stagiaires rangeaient leurs affaires et partaient, Emma a demandé à Clara la permission de rester. Elle s'est assise seule dans la salle de formation vide, sous des lumières fluorescentes crues, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur. Elle a pratiqué chaque fonction encore et encore, a écrit chaque étape dans un petit carnet, a créé des scénarios hypothétiques et s'est entraînée à les gérer. Elle se racle la gorge. La troisième nuit de cette semaine, Emma s'entraînait seule à 20 heures quand elle a senti un changement dans l'air. Elle n'a pas entendu de pas ou de porte s'ouvrir, mais elle savait que quelqu'un était là. Elle s'est retournée et son cœur a semblé manquer un battement. Nikolai Petro se tenait dans l'embrasure de la salle de formation, une épaule appuyée contre le cadre, des yeux gris froids fixés sur elle sans cligner. Il portait son costume noir habituel, impeccable et sans plis, ayant l'air d'être sorti d'un magazine de mode fait pour les démons. Emma ne savait pas depuis combien de temps il était là. Elle ne savait pas quoi dire. Elle est simplement restée figée sur sa chaise, le regardant. Nikolai n'a rien dit. Il l'a seulement regardé avec des yeux qui ne révélaient rien. Puis il est entré, lent et délibéré, et s'est assis sur la chaise en face d'elle à la longue table. Emma sentit son cœur battre la chamade. Elle ne savait pas ce qu'il voulait, ne savait pas si elle avait fait quelque chose de mal, ne savait pas si elle devait parler ou rester silencieuse.
Elle a choisi de continuer à travailler. Elle s'est retournée vers l'écran, se forçant à se concentrer sur la tâche, même si ses mains tremblaient légèrement, et son esprit restait douloureusement conscient de sa présence de l'autre côté de la table. Elle sentait son regard sur elle comme un poids invisible. 10 minutes se sont écoulées en silence. Emma a terminé la tâche, a examiné le résultat, a corrigé une petite erreur et a enregistré le fichier. Elle n'a pas regardé Nikolai, mais elle savait qu'il regardait toujours. Quand elle a finalement levé la tête, Nikolai s'est levé. Il l'a regardé une seconde de plus, puis a parlé, sa voix basse et froide comme toujours, mais portant quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer. L'effort tranquille vaut plus que le talent bruyant. Puis il s'est retourné et est sorti, disparaissant dans le couloir obscur sans se retourner. Emma est restée là, le regardant partir, son cœur battant toujours. Elle ne comprenait pas pourquoi il était venu, pourquoi il s'était assis pour la regarder travailler, ou ce que ces mots signifiaient vraiment. Mais elle a compris une chose. Il la regardait. Il la regardait toujours de la même manière qu'il l'avait regardée pendant 3 ans à travers les caméras de sécurité. Cette pensée l'a effrayée. Pourtant, étrangement, elle l'a aussi réconfortée. Elle n'était pas invisible. Quelqu'un la voyait essayer. La 3e semaine, Clara a emmené tout le groupe à l'Obsidian pour apprendre les procédures opérationnelles du monde réel. Emma est entrée dans le bâtiment familier, mais cette fois par l'entrée principale, à la lumière du jour, et non par la porte de derrière à minuit. La sensation était étrange, comme si elle regardait un monde parallèle auquel elle avait appartenu, mais dans lequel elle n'avait jamais été vraiment accueillie. Clara les a conduits à travers le hall principal, expliquant la disposition du bureau d'accueil, le processus d'accueil des invités et la coordination avec l'équipe de sécurité. C'était des choses qu'Emma connaissait depuis longtemps, les ayant vues se dérouler à travers des milliers de nuits dans l'ombre, mais elle a quand même écouté attentivement et pris des notes avec diligence, ne révélant jamais qu'elle connaissait chaque recoin de ce bâtiment, comme les lignes de sa propre main. Puis Clara les a emmenés au niveau VIP. L'ascenseur s'est arrêté au 2e étage, et lorsque les portes se sont ouvertes, le couloir au-delà semblait entièrement différent des étages inférieurs. L'éclairage était plus tamisé, la palette de couleurs plus sombre, l'air plus lourd. Ce niveau est réservé à nos clients les plus exclusifs, a expliqué Clara, baissant la voix comme si elle craignait que quelqu'un l'entende. Les affaires les plus importantes se passent ici. De temps en temps, vous serez affecté à travailler à cet étage et il y a des règles que vous devez suivre sans exception. Elle s'est arrêtée et a regardé chaque stagiaire avec un sérieux grave. Ne demandez pas, ne regardez pas, n'écoutez pas, ne vous souvenez pas. Peu importe ce que vous voyez ou entendez, vous n'avez rien vu et rien entendu. Comprenez-vous? Emma a compris. Elle avait compris bien avant que Clara ne le dise. Elle avait nettoyé ses pièces pendant 3 ans, vu des choses qui ne devraient pas être vues, et appris à détourner le regard et à oublier instantanément. Mais les autres n'ont pas compris. Kevin a regardé autour de lui avec une curiosité ouverte. Jessica a chuchoté quelque chose à la personne à côté d'elle. Il pensait que ce n'était qu'un club de luxe pour clients fortunés. Il ne réalisait pas qu'il se tenait sur le territoire de l'empire souterrain, le plus puissant de la ville. Clara les a guidés le long du couloir, expliquant les salles VIP, les procédures de service et comment gérer les demandes spéciales. Alors qu'il passait devant une porte fermée, celle-ci s'est soudainement ouverte en grand. 2 grands hommes en costume noir sont sortis, traînant d'un autre homme entre eux. L'homme portait un costume gris qui avait jadis été cher, mais qui était maintenant froissé et maculé de sang. Son visage était enflé, un œil meurtri, violet foncé, du sang coulant de son nez jusqu'à ses lèvres. Il a essayé de dire quelque chose, mais seuls des gémissements brisés sont sortis. Les 2 hommes l'ont traîné dans le couloir comme un sac de grains, ne jetant pas un regard au stagiaire figé. La porte au bout du couloir s'est ouverte,
et ils ont disparu à l'intérieur avec l'homme ensanglanté. Emma a entendu Jessica inspirer brusquement. Kevin était pâle comme un drap. Aucun des autres stagiaires n'osait bouger. Seule Emma est restée immobile, son visage inexpressif. Elle avait déjà vu des scènes comme celle-ci. Tard dans la nuit, en nettoyant l'étage VIP, elle avait appris à ne pas réagir, à ne pas penser, à ne pas se souvenir. Continuez à avancer, a dit Clara calmement, comme si rien ne s'était passé. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ne rien voir, ne rien entendre. Ils ont continué, mais Emma a senti le changement au sein du groupe. Jessica a tremblé pendant le reste de la session. Kevin n'a pas dit un seul mot. Ils ont finalement compris où il se trouvait et pour qui il travaillait. Cette nuit-là, Emma est rentrée chez elle et a dormi, tenant Lily dans ses bras. La petite fille s'est blottie contre elle, respirant régulièrement et paisiblement. Emma a regardé le visage innocent de sa fille dans la lumière tamisée et s'est demandé dans quel genre de monde elle s'engageait. Elle acceptait la protection d'un homme qui pouvait ordonner de battre quelqu'un sans cligner des yeux. Que sacrifiait-elle pour cette chance? Puis elle a pensé à l'opération de Lily, aux 200 000 $ qu'elle ne pourrait jamais gagner en frottant les sols. Elle a fermé les yeux et a serré son enfant plus fort. Il y a des choses qu'une mère est prête à faire pour son enfant, même s'engager dans l'obscurité. La 4e semaine, Clara a assigné à chaque stagiaire un mentor de l'équipe de réception actuelle. Emma a été jumelée avec David Chen, un homme asiatique d'environ 48 ans, aux cheveux poivre et sel et aux yeux calmes et observateurs. David avait travaillé comme réceptionniste à l'Obsidian pendant 6 ans et était l'un des rares vétérans à avoir réussi à y rester. Leur premier jour de travail ensemble, il a fait visiter le club à Emma et a parlé de choses que Clara n'avait jamais mentionnées en classe. « J'ai entendu parler de vous », a dit David alors qu'il se tenait dans un coin du hall, observant les gens aller et venir. L'entretien, M. Petro intervenant personnellement. Tout le bâtiment le sait. Emma n'a rien dit, gardant son regard droit devant. J'ai aussi entendu comment vous vous êtes comporté lors de cet entretien, a poursuivi David. Son ton égal et sans jugement. La façon dont vous vous êtes levé et êtes parti sans mendier. Je respecte ça. Emma s'est tournée pour le regarder, surprise. Il était la première personne en dehors de Nikolai Petro à parler comme si ce qu'elle avait fait ce jour-là était quelque chose à admirer plutôt qu'à plaindre. Dans les jours qui ont suivi, David a enseigné à Emma des choses qu'aucun manuel n'avait jamais abordées. Il lui a appris à lire le langage corporel des clients VIP, à savoir qui était tendu, qui était dangereux, qui était sur le point de causer des problèmes. Il lui a appris à reconnaître les membres de différentes équipes, par de petits détails comme les tatouages, la façon dont ils se tenaient, la façon dont ils scannaient une pièce. Il lui a appris à se protéger. Si une situation devient tendue, reculer, trouver la sortie la plus proche et alerter immédiatement la sécurité, a dit David un après-midi alors qu'il se tenait dans un hall calme. N'essayez jamais d'être un héros. Vous n'êtes pas payé pour être un héros. Vous êtes payé pour survivre. Emma a hoché la tête, mémorisant chaque mot. Le dernier jour de la semaine, alors qu'il se reposait dans la salle du personnel, David a soudainement baissé la voix. Il y a quelque chose que je veux dire. Il a jeté un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. À propos de M. Petro. Emma a levé la tête, son cœur battant un peu plus vite. Je ne sais pas pourquoi il s'intéresse à vous, et je ne demande pas parce que ce n'est pas ma place, a dit David lentement, choisissant chaque mot avec soin. Mais il y a une chose que je sais avec certitude après 6 ans de travail ici. M. Petro ne fait jamais rien sans raison. Elle se racle la gorge. Jamais. Emma le regarda sans parler. Il pourrait vous aider parce qu'il voit du potentiel en vous, ou il pourrait avoir d'autres raisons que vous ne voyez pas encore. David a rencontré directement les yeux d'Emma. Je ne dis pas que c'est un mauvais homme, je dis juste que vous devriez être prudente.
Dans ce monde, la gentillesse n'est jamais gratuite. Emma a hoché la tête. Elle a compris ce que David la mettait en garde. Elle s'était posé cette question des centaines de fois au cours des dernières semaines. Pourquoi Nikolai Petrov se souciait-il d'elle? Un impitoyable chef de mafia n'était pas un homme que l'on pouvait décrire avec le mot gentillesse. Il y avait quelque chose qu'elle ne voyait pas, quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle était déjà entrée dans ce monde et il n'y avait pas de retour en arrière. Tout ce qu'elle pouvait faire était de continuer à avancer et d'espérer que, quel que soit le prix à payer, elle serait capable de le payer. Ce soir-là, Emma est rentrée plus tard que d'habitude car elle était restée pour terminer un devoir de pratique du week-end. Elle est sortie de l'ascenseur au 5e étage de l'immeuble vieillissant. Ses jambes lui faisaient mal après une longue journée. Son esprit ne pensait qu'à tenir Lily dans ses bras et à tomber dans un sommeil profond. Mais quand elle a tourné dans le couloir menant à son appartement, elle s'est arrêtée net. Un homme se tenait devant sa porte, grand et mince, épaules étroites, cheveux non coupés et en désordre, portant une vieille veste en cuir qu'elle a reconnue instantanément car elle l'avait achetée pour lui 4 ans plus tôt pour son anniversaire. Jason, son ex-mari, l'homme qui l'avait abandonné, elle et Lily 300 ans auparavant sans un seul adieu, se tenait là comme s'il n'avait jamais disparu. Il s'est retourné quand il a entendu ses pas. Son visage était plus mince qu'elle ne s'en souvenait, promette saillante, yeux creusés de cernes. Il ressemblait à un toxicomane en sevrage ou à un joueur qui avait tout perdu, probablement les deux. « Emma », a-t-il dit, souriant d'une manière qu'il pensait probablement charmante, mais qui ne faisait que la rendre malade. Longtemps sans se voir. Emma est restée là où elle était, à 5 mètres, ne s'approchant pas. Son corps s'est rigidifié, chaque instinct en alerte maximale. « Que veux-tu » a-t-elle demandé, sa voix froide. Jason a levé les mains dans un geste de fausse reddition. « Doucement maintenant, je veux juste parler. J'ai entendu dire que tu avais un nouveau travail. » « Un très bon travail pour Petro Holdings, n'est-ce pas? Et j'ai aussi entendu dire que le grand patron s'intéressait personnellement à toi. » Emma a senti le sang dans ses veines se transformer en glace. Il savait, il avait entendu les rumeurs quelque part et était revenu. Pas pour Lily, pas par regret, mais parce qu'il sentait l'argent. « Ça n'a rien à voir avec toi, » a dit Emma, s'avançant vers sa porte. « Pars !» Mais Jason n'a pas bougé. Il s'est mis en travers de son chemin. Son sourire s'est estompé pour laisser place à l'expression calculatrice qu'elle se souvenait trop bien des jours où il vivait encore avec elle et mentait sur la destination de l'argent. « J'ai aussi des droits sur Lily, » a-t-il dit, baissant la voix. « Je suis son père. Je veux voir ma fille. » Emma a ri d'un son sec et amer. « Tu veux voir la fille que tu as abandonnée quand elle avait 3 ans et qu'elle avait besoin d'une opération cardiaque? La fille que tu n'as pas appelée une seule fois en 3 ans? La fille à qui tu n'as pas envoyé un seul dollar pour l'aider à acheter des médicaments pendant que tu dilapidais tout en jouant? » Le visage de Jason s'est assombri. Il s'est approché, assez près pour qu'Emma sente l'alcool et les cigarettes bon marché sur son haleine. « Je peux intenter un procès pour la garde, » a-t-il dit, sa voix menaçante. « Je suis son père biologique. Le tribunal me donnera raison, mais si tu me donnes de l'argent, je disparaîtrai. Tu as le grand patron qui te regarde maintenant. Tu dois avoir plein d'argent, n'est-ce pas? » Emma l'a regardé dans les yeux de l'homme qu'elle avait jadis aimé, qu'elle avait jadis cru qu'il resterait à ses côtés pour la vie. Elle n'a rien vu d'autre que de la cupidité et de la petitesse. Elle ne savait pas ce qu'elle avait jamais vu en lui. Ou peut-être qu'il avait simplement été bon pour cacher qui il était vraiment. « Tu n'as aucun droit sur Lily, » a dit Emma, sa voix calme mais dure comme de l'acier. « Tu es parti sans un mot. Tu n'as rien payé. Tu n'as pas existé dans sa vie pendant 3 ans. N'importe quel tribunal te verrait comme un père irresponsable qui a abandonné son enfant quand elle avait le plus besoin de lui. » Jason fit un pas de plus, son visage tordu de colère.
Ne fais pas la maligne avec moi, grommela-t-il. Qui penses-tu être? Tu n'es qu'une femme de ménage. N'oublie pas ça. Je vais transformer ta vie en enfer si tu ne me donnes pas ce que je veux. Emma ne recula pas. Elle avait trop reculé dans sa vie, devant les circonstances, devant le destin, devant l'injustice. Elle ne reculait plus. Mais elle regarda Jason droit dans les yeux et parla lentement, chaque mot clair et froid. Pas, ne réapparais plus jamais devant moi ou ma fille. Si tu oses t'approcher de Lily, je te jure que tu le regretteras. Jason resta là un instant, la haine brûlant dans ses yeux. Puis il laissa échapper un court rire sans humour. « Bien, dit-il, reculant d'un pas. Mais ce n'est pas fini, tu verras. Le tribunal décidera. » Il se retourna et descendit le couloir, disparaissant dans la cage d'escalier. Emma resta là, regardant jusqu'à ce qu'il soit parti. Puis elle déverrouilla la porte de son appartement avec des mains tremblantes, entra et la verrouilla derrière elle. Elle s'appuya contre la porte, ferma les yeux et essaya de stabiliser sa respiration qui devenait rapide et superficielle. « Maman, pourquoi pleures-tu? » La voix de Lily vint de la chambre. Emma ouvrit les yeux et vit sa fille debout dans l'embrasure de la porte, les yeux grands ouverts et remplis d'inquiétude. Elle n'avait pas réalisé qu'elle pleurait avant ce moment. Elle essuya rapidement ses larmes et força un sourire. « Ce n'est rien, chérie, juste de la poussière dans les yeux de maman. » Lily la regarda avec des yeux bien trop perspicaces pour son âge. Elle n'y crut pas, mais elle ne demanda rien de plus. Elle courut simplement et la serra dans ses bras, ses petits bras s'enroulant autour de la taille d'Emma, murmurant doucement « Ne t'inquiète pas, maman, je suis là avec toi. » Emma la serra fort et laissa les larmes tomber en silence. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle resta allongée à fixer le plafond, craignant que Jason ne mette sa menace à exécution, craignant qu'il ne détruise tout ce qu'elle essayait de construire. Elle ne savait pas que quelqu'un avait observé toute cette confrontation du début à la fin. Le lendemain matin, Emma est arrivée à la salle de formation avec des cernes sous les yeux, résultat d'une nuit blanche. Elle a essayé de se concentrer sur la conférence de Clara, mais ses pensées revenaient sans cesse à la confrontation avec Jason la nuit précédente. Que ferait-il? L'emmènerait-il vraiment au tribunal? Pourrait-elle se permettre un avocat? Perte-t-elle Lily? Les questions tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête implacable. En milieu de matinée, alors que le groupe s'entraînait sur le système informatique, la porte de la salle de formation s'est soudainement ouverte. Roman Vulov est entré. Wissam Ibrahim a entré, son visage aussi inexpressif que la pierre. Il a scanné la pièce une fois, puis son regard s'est posé sur Emma. « Emma Cole, Monsieur Petro veut vous voir maintenant. » La pièce est tombée dans le silence. Clara est arrêtée de parler au milieu d'une phrase. L'autre stagiaire s'est tourné pour regarder Emma avec un mélange de curiosité, de choc et d'envie. Emma a senti son cœur s'accélérer, mais elle a gardé son expression calme, s'est levée et a suivi Roman sans un mot. Ils ont pris l'ascenseur jusqu'au 40e étage, le plus haut niveau du bâtiment, un endroit où Emma n'avait jamais mis les pieds auparavant. Les portes se sont ouvertes sur un court couloir avec une épaisse moquette noire et des murs lambrissés de bois sombre. Au bout se trouvait une massive double porte. Roman l'a conduite jusqu'à elle, a frappé 2 fois, puis a ouvert la porte et lui a fait signe d'entrer. Emma a franchi le seuil et son souffle s'est coupé dans sa gorge. La pièce était aussi grande que tout son appartement avec de hauts plafonds et un immense mur de verre donnant sur tout Manhattan. Le design était minimal, pourtant chaque objet irradiait une dépense incommensurable. Un bureau en bois sombre se tenait devant le mur de verre, et assis derrière lui se trouvait Nikolai Petrov. La lumière se déversait derrière lui, le transformant en une silhouette sombre sur la ligne d'horizon. Seuls ses yeux gris captaient la lumière alors qu'il la regardait d'entrer. « Fermez la porte », a dit Nikolai à Roman. Et la porte s'est refermée derrière Emma avec un clic. Elle est restée seule dans la pièce avec l'homme le plus puissant de New York, incertaine de devoir s'avancer ou rester là où elle était. Nikolai a désigné la chaise en face de son bureau.
Emma s'est dirigée vers elle, sentant ses yeux suivre chacun de ses mouvements. Elle s'est assise, son corps composé et résolu, ses mains posées sur ses cuisses, se forçant à paraître calme alors qu'elle tremblait à l'intérieur. Le silence s'est étiré pendant plusieurs secondes. Nikolai l'a étudié, ses yeux gris ne révélant rien. Puis il a parlé, sa voix basse et froide comme toujours. « Que veut votre ex-mari? » Emma s'est figée. C'était comme si un point lui avait frappé l'estomac. Il savait. Il savait pour Jason, mais comment? Elle a hésité, incapable de finir la question. Nikolai l'a regardé fixement. « J'ai affecté une protection pour vous surveiller dès le jour où vous avez commencé le programme de formation. » Le sang dans les veines d'Emma s'est glacé. Protection. Il l'avait faite surveiller à son insu pendant des semaines. Il l'avait vue aller travailler chaque jour, la voyait rentrer chez elle chaque soir, la voyait emmener Lily à l'école, la voyait acheter des médicaments pour sa mère. Ils avaient vu Jason arriver la nuit précédente, entendu chaque mot qu'il avait dit, étaient témoins de chaque seconde de cette confrontation. « Pourquoi? » a demandé Emma, sa voix tremblant plus qu'elle ne l'aurait voulu. « Pourquoi m'avez-vous fait surveiller? » Nikolai s'est levé, s'est éloigné de son bureau et a marché vers le mur de verre. Il s'est arrêté là, le dos tourné vers elle, regardant la ville en contrebas. « Parce que vous m'appartenez maintenant, » a-t-il dit calmement, comme s'il commentait la météo. « Vous travaillez pour moi. Vous êtes sous ma protection. Personne n'est autorisé à toucher ce qui est à moi. » Une vague de colère a éclaté dans la poitrine d'Emma. Elle s'est levée, les mains serrées sur ses côtés. « Je ne suis pas votre propriété, » a-t-elle dit, sa voix montant malgré elle. « Vous n'avez pas le droit d'envahir ma vie privée de la sorte. » Nikolai s'est tourné pour lui faire face. Pour la première fois, Emma a vu quelque chose vaciller dans ses yeux gris froids. Pas de la colère, mais quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement. « Vous êtes en colère contre moi, » a-t-il dit. Ce n'était pas une question, mais une observation. Vous êtes dans mon bureau, vous élevez la voix contre moi, alors que la plupart des gens ont peur de croiser mon regard. Emma a soudainement réalisé ce qu'elle faisait. Elle criait sur un chef de la mafia, un homme qui pouvait ordonner de tuer quelqu'un sans ciller. Elle aurait dû avoir peur, elle aurait dû s'excuser et basser la tête. Mais elle ne l'a pas fait. Elle était trop épuisée pour avoir peur. Elle a rencontré le regard de Nikolai et a demandé à nouveau, « Alors, qu'allez-vous faire pour mon ex-mari? » Nikolai s'est avancé vers elle, lent et délibéré, jusqu'à se tenir à portée de bras. « Voulez-vous que je m'en occupe? » Emma a hésité. Elle savait que s'en occuper, dans le langage de Nikolai Petrov, pouvait signifier beaucoup de choses, aucune d'elles n'étant douce. « Je ne veux pas que vous lui fassiez du mal, » a-t-elle finalement dit. « Je veux juste qu'il reste loin de ma fille. » Nikolai l'a étudié un long moment, ses yeux gris perçants, comme s'il lisait chaque pensée dans son esprit. Puis il a hoché la tête. « Très bien, » a-t-il dit. « Il restera loin de vous et de votre fille, je le promets. » Emma ne savait pas ce que valait une promesse d'un chef de la mafia, mais étrangement, elle le croyait. Une semaine passa et Jason n'apparut pas. Emma attendait chaque jour, s'attendant à un coup à la porte, un appel d'un avocat, une convocation du tribunal, mais rien ne vint. Le silence s'étira si longtemps qu'il commença à l'effrayer d'une manière différente. Elle se demanda ce que Nikolai avait fait, si Jason était toujours en vie, si elle était devenue, à son insu, complice d'un crime. Puis la nouvelle vint de la source la moins attendue. Margaret, la voisine veuve qui lui avait prêté la robe pour l'entretien, frappa à la porte de l'appartement d'Emma un soir. Elle dit qu'elle avait rencontré une vieille amie qui travaillait dans une banque, et cette amie avait mentionné que Jason Brooks était venu et avait remboursé toutes les dettes qu'il devait. Non seulement cela, il avait effacé toutes ses dettes de jeu auprès d'autres créanciers dans la ville. Margaret ajouta qu'il avait déménagé en Floride, avait quitté New York entièrement, et personne ne savait d'où l'argent était venu. Emma est restée assise là, écoutant, son esprit tourbillonnant.
Jason, qui n'avait pas un sou, qui était venu la menacer pour de l'argent, avait soudainement tout payé et disparu dans un autre état. Il ne fallait pas être un génie pour comprendre ce qui s'était passé. Le lendemain matin, au lieu d'aller à la salle de formation, Emma s'est rendue directement au 40e étage. Elle est passée devant Roman Vulov, en faction dans le couloir sans un mot, est allée directement aux doubles portes et les a poussées. Nikolai était assis derrière son bureau, lisant un dossier. Il a levé les yeux quand elle est entrée, ses yeux gris ne montrant aucune surprise face à son intrusion non invitée. Roman est apparu derrière Emma, sa main se déplaçant vers son épaule comme pour la tirer en arrière, mais Nikolai a parlé calmement, et Roman l'a relâché aussitôt. La porte s'est refermée, laissant Emma seule avec lui à nouveau. « Qu'avez-vous fait à Jason ?» a demandé Emma directement. Nikolai a posé le dossier, s'est penché en arrière dans sa chaise et l'a regardé avec un calme qui semblait presque cruel. Je lui ai donné un choix. Quel choix? Emma s'est approchée du bureau, ses mains serrées sur ses côtés. Disparaître, a répondu Nikolai d'une voix égale, comme s'il discutait de la météo. Ou disparaître d'une autre manière. Un frisson a parcouru l'échine d'Emma. Elle savait ce que l'autre manière signifiait dans le monde de Nikolai Petrov. Elle aurait dû avoir peur. Elle aurait dû être horrifiée d'avoir indirectement forcé un homme à fuir la ville pour sauver sa vie. Mais cet homme avait abandonné sa fille quand elle avait le plus besoin de lui. Il l'avait laissée avec une dette écrasante et avait disparu sans un mot. Il était revenu seulement pour la menacer et l'extorquer. Elle ne ressentait aucune pitié, seulement du soulagement. Et cette réalisation l'a effrayée. « Que vous dois-je » a demandé Emma d'une voix rauque. « Pour ça, pour tout. Vous m'avez donné l'opportunité de formation. Vous avez géré mon ex-mari. Vous m'avez protégé. Que vous dois-je » Nikolai s'est levé, a fait le tour du bureau et s'est arrêté à moins d'1 mètre d'elle. Emma n'a pas reculé, bien que son cœur batte la chamade. « Vous ne me devez rien » a-t-il dit, sa voix plus basse et plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. J'ai fait cela parce que je le voulais, pas parce que j'attendais un remboursement. Emma l'a regardé, cherchant dans ses yeux une tromperie ou un motif caché, mais elle n'en a trouvé aucun. Elle n'a vu qu'une sincérité froide, si une telle chose pouvait exister. « Pourquoi » a-t-elle murmuré. « Pourquoi vous souciez-vous de moi ?» Nikolai est resté silencieux un long moment, puis s'est tourné vers le mur de verre et a regardé la ville. Son dos était tourné vers elle, de larges épaules droites comme de la pierre. « Quand j'avais 12 ans, ma mère est morte, » a-t-il dit doucement. « Elle a été battue par mon père pendant des années. Une nuit, il l'a frappée trop fort et elle ne s'est jamais réveillée. Emma est restée figée, osant à peine respirer. Elle ne s'y était jamais attendue. J'avais une sœur, et continuait Nikolai, sa voix stable mais fracturée sous la surface. 5 ans plus jeune que moi. Après la mort de ma mère, j'ai essayé de la protéger de notre père. Mais je n'étais qu'un enfant. Je n'avais ni pouvoir, ni argent, rien. » Il s'est arrêté, le silence s'étirant si longtemps. Emma a pensé qu'il pourrait ne pas continuer. Puis il a parlé à nouveau, sa voix lointaine. Elle était malade. Une cardiopathie comme votre fille, et je n'avais pas d'argent pour la sauver. Je l'ai vue mourir un peu plus chaque jour, incapable de faire quoi que ce soit. Les larmes ont brûlé dans les yeux d'Emma. Elle a regardé le large dos de Nikolai Petrov, ses épaules portant le poids d'un passé brutal, et pour la première fois, elle n'a pas vu un monstre. Ou un homme qui avait trop perdu. Je déteste les hommes qui abandonnent leur famille, a dit Nikolai, se retournant vers elle, ses yeux gris toujours froids, mais fissurés par une vieille blessure qui ne guérissait jamais. Je déteste les pères irresponsables, et je déteste voir des mères forcées de se battre seules. Vous ne me devez rien, Emma. J'ai fait cela parce que je ne regarderai pas un autre enfant mourir par manque d'argent. C'était la première fois qu'il prononçait son nom. Pas Mademoiselle Cole, pas elle, mais Emma. Le son de ce nom dans sa voix grave ressemblait à une promesse, à une reconnaissance, à quelque chose qu'elle n'osait nommer.
Emma est restée là, regardant l'homme devant elle, et pour la première fois, elle a vu l'être humain sous l'armure, une vieille cicatrice, une douleur sans fin, une raison à la fois de cruauté et de gentillesse. Elle n'a rien dit, a seulement hoché la tête, s'est retournée et est sortie de la pièce. Mais quand la porte s'est refermée derrière elle, elle a su que quelque chose avait changé. Elle n'avait plus peur de Nikolai Petro. Elle commençait à le comprendre. 2 mois se sont écoulés plus vite qu'Emma ne l'avait espéré. Le dernier jour du programme de formation est arrivé un matin d'automne frais. Des feuilles jaunes jonchaient les trottoirs de Manhattan. Clara a tenu l'évaluation finale dans la grande salle de conférence au 10e étage, appelant chaque stagiaire un par un pour examiner les résultats et prendre des décisions. Emma est attendue dehors dans le couloir, regardant chaque personne entrer puis ressortir. Kevin est sorti le premier, le visage détendu, lui faisant un petit signe de tête avant de se diriger vers les ascenseurs. Jessica a suivi, les yeux légèrement rouges comme si elle avait pleuré, mais elle a aussi hoché la tête, signalant qu'elle avait réussi. Un par un, les autres ont terminé. Puis ce fut le tour d'Emma. Elle s'est levée, a pris une profonde inspiration et est entrée dans la salle de conférence. Clara était assise seule à la tête de la longue table, un épais dossier et un stylo posés soigneusement devant elle. La lumière du soleil de la fenêtre éclairait son visage, soulignant les fines rides autour des yeux d'une femme qui avait passé sa vie à travailler dur. « Asseyez-vous, Emma, » dit Clara, désignant la chaise en face d'elle. Emma s'est assise avec une immobilité professionnelle, attendant le verdict. Attendant le verdict qui déciderait de son avenir et de celui de Lily. Clara a ouvert le dossier, a feuilleté quelques pages, puis l'a regardé. Le silence s'est étiré pendant plusieurs secondes. « Savez-vous ce que j'ai pensé la première fois que je vous ai vu entrer dans la salle de formation? » a demandé Clara, sa voix neutre. Emma a secoué la tête. « J'ai pensé que vous seriez la première éliminée, » a dit Clara sans détour. « J'ai entendu les rumeurs. Je savais comment vous étiez arrivé ici, et j'ai supposé que vous étiez juste un cas spécial sans réelle capacité. » Emma a senti sa poitrine se serrer, mais elle est restée silencieuse. « Attendant, j'avais tort, » a dit Clara, et pour la première fois, Emma a vu un soupçon de sourire sur ce visage sévère. « Vous avez dépassé mes attentes. » Elle a tourné le dossier pour qu'Emma puisse voir les évaluations à l'intérieur. « Votre score en compétences de communication est le plus élevé de la classe, » a dit Clara, montrant une ligne sur la page. « Votre expérience du monde réel se voit dans la façon dont vous gérez chaque situation. Vous n'avez pas besoin de manuel pour vous dire quoi faire car vous l'avez vécu. » Emma a regardé les scores aux notes manuscrites de Clara et a senti quelque chose d'inhabituel monter dans sa poitrine. Quelqu'un voyait enfin ce qu'elle pouvait faire et non ce qu'elle avait été. « Quant au système technique, vous avez commencé plus lentement que les autres, » a poursuivi Clara. « Mais vous êtes resté tard chaque jour pour vous entraîner. Vous avez travaillé 2 fois, 3 fois plus dur que quiconque, et à la fin, vos résultats ont égalé et, dans certains cas, dépassé ceux des jeunes stagiaires. » Clara a refermé le dossier et a regardé Emma directement. « Votre éthique de travail est un exemple pour tous les autres. Vous ne vous êtes jamais plainte, n'avez jamais cherché d'excuses, n'avez jamais abandonné, quelle que soit la difficulté. Cela ne s'apprend pas. Cela doit déjà être en vous. » Elle a sorti une feuille de papier et l'a posée sur la table devant Emma. « C'est la recommandation pour votre nomination en tant que réceptionniste officielle à l'Obsidian, » a dit Clara, prenant le stylo et signant en bas sans hésitation. « Vous avez gagné ce poste. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Emma a regardé la signature de Clara sur la page, à son propre nom tapé soigneusement sur la ligne marquée « Candidat recommandé » et a senti des larmes menacées de couler. Elle a cligné des yeux rapidement et a avalé la boule dans sa gorge. « Merci, » a dit Emma doucement, sa voix tremblante. « Vous êtes la première personne à me juger équitablement. » Clara l'a regardée,
la sévérité dans ses yeux s'adoucissant juste un peu. « Je ne vous ai pas jugé équitablement, » a-t-elle dit. « Je vous ai jugé sur ce que vous m'avez montré, et vous m'avez montré que vous êtes la meilleure de ce groupe. Maintenant, allez-y. Vous avez un nouveau travail à préparer. » Le premier jour officiel d'Emma en tant que réceptionniste à l'Obsidian est tombé un lundi matin début novembre. Elle s'est réveillée à 5 heures, même si son service ne commençait qu'à 9 heures sur. Elle a pris une douche soigneusement, a séché ses cheveux au sèche-cheveux jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs et a appliqué un maquillage léger mais professionnel exactement comme Clara le lui avait appris, puis a ouvert son placard et a sorti le costume qu'elle avait acheté avec son premier salaire du programme de formation. C'était un costume noir taillé sur mesure. Pas une marque de créateur cher, mais élégant et professionnel. Pour la première fois en 3 ans, Emma portait quelque chose qui lui appartenait vraiment, non emprunté, non un reste de ses anciens jours de gérante de restaurant. Elle s'est tenue devant le miroir et n'a presque pas reconnu la femme qui la regardait. Cette femme avait l'air confiante, soignée, comme si elle appartenait à des lieux de pouvoir et de luxe discrets. « Maman, tu es si belle. » La voix de Lily vint de derrière elle. Emma se tourna pour voir sa fille debout dans l'embrasure de la chambre, les yeux grands ouverts et brillants. Lily courut vers elle et serra ses petits bras autour de la taille d'Emma. « Tu ressembles à une princesse de film, » murmura-t-elle. Emma se pencha et embrassa le sommet de la tête de sa fille, respirant le doux parfum familier de shampoing pour enfants. Elle n'était pas une princesse. Elle n'était qu'une mère essayant de survivre. Mais aux yeux de Lily, cela valait plus que n'importe quelle couronne. Elle est arrivée à l'Obsidienne à 8h30, une demi-heure en avance. Elle a franchi les immenses portes vitrées, traversé le hall qu'elle avait frotté pendant 3 ans, et s'est approchée du comptoir de la réception. David était déjà là, un sourire chaleureux sur son visage quand il l'a vue. « Premier jour », a-t-il dit avec un hochement de tête. « Prête ?» Emma a pris sa place à côté de lui, posant ses mains sur le comptoir en marbre noir poli. Elle a regardé le vaste hall, la lumière du jour se déversant par les immenses fenêtres en verre, illuminant chaque recoin de l'espace. Pendant 3 ans, elle n'avait été autorisée ici que la nuit quand personne n'était là, invisible comme un fantôme. Maintenant, elle se tenait ici en plein jour, vue. « Je suis prête », a-t-elle dit. Le matin s'est écoulé dans une agitation constante de travail. Les clients allaient et venaient. Les téléphones sonnaient constamment. Le système de réservation nécessitait des mises à la jour constantes. Emma a géré chaque tâche calmement et professionnellement. Tout ce qu'elle avait appris au cours des 2 derniers mois coulait maintenant aussi naturellement que la respiration. Elle a accueilli les clients avec le juste équilibre de chaleur et de retenue, vérifié les identités rapidement et discrètement, les a guidés exactement là où ils devaient aller. David travaillait à côté d'elle, offrant occasionnellement une suggestion discrète, mais surtout observant et hochant la tête en signe d'approbation. Dans l'après-midi, alors qu'Emma examinait les réservations VIP pour le soir, un homme est entré dans le hall avec l'air de quelqu'un habitué à être obéi. Il avait environ 50 ans, des cheveux argentés soigneusement peignés, portant un costume 3 pièces gris avec une montre en or brillant à son poignet. 2 grandes gardes du corps le suivaient avec une jeune femme portant un sac de créateur coûteux. Il a marché droit vers le bureau, ignorant les 2 personnes qui attendaient déjà. « Où est ma chambre ?» a-t-il exigé, sa voix forte visant quelque part au-dessus de la tête d'Emma, comme si elle n'existait pas. Emma l'a reconnue instantanément d'après la liste VIP qu'elle avait mémorisée. Victor Castellano, l'un des clients les plus importants du club et partenaire commercial de Petro Holdings, un homme qu'il ne fallait pas offenser. « Monsieur Castellano, votre chambre VIP est en préparation », a dit Emma calmement et poliment. « Cependant, vous êtes arrivé 30 minutes plus tôt que l'heure prévue. Veuillez nous accorder environ 10 minutes pour terminer la mise en place. » L'expression de Castellano s'est assombrie. Il l'a finalement regardé directement,
les yeux froids comme la pierre. « Je suis Victor Castellano », a-t-il aboyé assez fort pour que tout le hall se tourne. « Je n'attends personne. Savez-vous qui je suis? » Emma n'a pas reculé ni hésité. Elle se souvenait des leçons de Clara, des conseils de David et des innombrables nuits qu'elle avait passées à faire face à des clients en colère et ivres dans son ancien restaurant. « Je comprends parfaitement que vous êtes l'un de nos clients les plus précieux, Monsieur Castellano, » a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. « Et précisément pour cette raison. Je veux m'assurer que votre chambre est parfaite avant votre entrée. Pendant que vous attendez, puis-je vous inviter à déguster un verre de Macallan de 25 ans dans notre salon privé, entièrement gratuit, en guise d'excuse pour le désagrément? » Castellano l'a étudié, ses yeux toujours froids, mais quelque chose a changé là. Un éclair de surprise, peut-être même de respect. Il est resté silencieux un instant, puis a donné un bref hochement de tête. « 10 minutes, a-t-il dit, se tournant vers le salon. Pas une seconde de plus. Emma a laissé échapper un soupir silencieux alors qu'il disparaissait au coin. David a souri à côté d'elle. « Bien géré, a-t-il murmuré. Vous êtes né pour ce travail. » Emma n'a pas répondu, a seulement souri et est retournée à son travail. Mais à l'intérieur de sa poitrine, quelque chose de chaud s'est répandu. Pour la première fois depuis très longtemps, elle a senti qu'elle appartenait vraiment à cet endroit. Cet après-midi-là, vers 16h01, l'atmosphère dans le hall a changé sans prévenir. Emma vérifiait l'horaire des réservations du soir quand elle l'a ressenti avant de voir quoi que ce soit. Les murmures se sont estompés. Le personnel qui s'était déplacé s'est redressé instinctivement. Les clients assis dans le salon se sont tus. Elle a levé la tête et a vu la porte du couloir VIP s'ouvrir. Nikolai Petrov est entré dans le hall. Roman Vulov à ses côtés, suivi de 2 gardes du corps en costume noir. Il portait du noir comme toujours, impeccable et sans pli, se déplaçant avec l'autorité calme d'un homme qui possédait le monde sous ses pieds. La lumière de fin d'après-midi traversait les murs de verre, affûtant les lignes dures de son visage et rendant ses yeux gris plus froids, plus brillants. Emma se tenait droite derrière le comptoir de la réception, son expression posée même si son cœur battait un peu plus vite que d'habitude. Elle ne savait pas s'il l'avait remarqué, ne savait pas si le fait que ce soit son premier jour officiel importait un homme comme lui. Peut-être que pour quelqu'un comme Nikolai Petrov, elle n'était qu'une employée parmi des centaines, ne valant pas la peine d'être mémorisée, ne valant pas la peine d'être remarquée. Mais alors que le groupe passait devant le comptoir, Nikolai s'est arrêté. Brusquement, sans prévenir, forçant Roman et les hommes derrière lui à s'arrêter également. Il s'est retourné et a regardé directement Emma. Des yeux gris ont rencontré des yeux bruns. Autour d'eux, le hall semblait retenir sa respiration. Emma a vu David se raidir à côté d'elle. Elle a senti d'autres employés regarder de loin, curiosité et incrédulité dans leurs regards. Elle a senti le poids du moment et s'est demandé ce que cela signifiait. Nikolai n'a rien dit. Il l'a simplement regardé une longue seconde, puis a fait un léger signe de tête. Un petit geste, presque insignifiant, facile à manquer si on ne faisait pas attention. Mais Emma faisait attention, et elle se racle la gorge, elle a compris. Ce n'était pas un éloge, ce n'était pas une faveur, ce n'était pas le hochement de tête d'un patron reconnaissant un subordonné. C'était de la reconnaissance. Elle se tenait là non pas parce qu'il l'avait permis, elle se tenait là parce qu'elle l'avait mérité. Il l'avait vu depuis le début, et maintenant il le confirmait. Emma a incliné la tête en retour, calme et digne. Comme si rien de tout cela n'était inhabituel, Nikolai s'est détourné et a continué vers la sortie, son entourage le suivant. Alors que Roman Volkov passait devant le bureau, il a jeté un bref coup d'œil à Emma, et dans ses yeux normalement illisibles, elle a aperçu quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Puis ils sont partis par les portes vitrées, et le hall a lentement repris son rythme. David a expiré à côté d'elle. « Savez-vous ce que cela signifiait » a-t-il demandé doucement. Emma a regardé les portes vitrées se refermer,
a regardé le reflet de la lumière se remettre en place. Elle savait. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Une semaine après son premier jour officiel, Emma travaillait à la réception lorsque son téléphone personnel a vibré. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et a vu le nom du Dr. Helen Park. Sa poitrine s'est serrée. Le Dr. Park n'appelait jamais à moins que quelque chose n'aille pas. Emma a demandé 1 minute à David et est entrée dans la salle du personnel pour répondre. La voix du Dr. Park est venue par le fil, calme mais sérieuse. Les derniers résultats des tests ont montré que l'état de Lily se détériorait plus vite que prévu. La communication interventriculaire s'était agrandie et le cœur de Lily travaillait beaucoup trop dur. L'opération ne pouvait pas attendre une autre année comme prévu initialement. Lily aurait besoin d'une opération dans les 2 mois, sinon les conséquences seraient graves. Emma s'est appuyée contre le mur de la salle du personnel, ayant l'impression que l'air avait été aspiré de ses poumons. 2 mois, seulement 2 mois. Et le coût était toujours cet énorme chiffre, 200 000 $. Sa nouvelle assurance maladie en couvrirait une partie, peut-être environ 70 000 $ si elle avait de la chance, mais il lui restait encore plus de 100 000 $ qu'elle devait trouver seule. 100 000 $ en 2 mois. Elle ne pouvait pas gagner ce montant, même si elle vendait son âme. Emma a remercié le Dr. Park et a mis fin à l'appel. Elle laisse rester là, seule dans la pièce silencieuse, fixant le vide, son esprit vide. Elle avait tant essayé. Elle avait tout fait correctement. Elle avait réussi la formation, obtenu le poste, commencé à reconstruire sa vie, et pourtant le destin refusait de la laisser tranquille. Elle est retournée à la réception et s'est forcée à continuer à travailler comme si rien ne s'était passé. David a vu quelque chose dans ses yeux. Il n'a pas posé de questions, a seulement posé une main sur son épaule pendant une brève seconde et a discrètement pris en charge la majeure partie de la charge de travail de l'après-midi. Emma lui en était reconnaissante. Elle n'avait pas la force de parler, pas la force d'expliquer. Elle ne pouvait que rester là, faire ce qui devait être fait, et essayer de ne pas s'effondrer. Ce soir-là, elle est rentrée plus tard que d'habitude. Elle a récupéré Lily à l'appartement de Margaret, l'a remercié de l'avoir gardée et l'a ramenée à la maison. Lily a bavardé joyeusement de sa journée à l'école, de l'enseignante qui avait loué son dessin, d'un garçon de sa classe qui lui avait donné un bonbon. Emma a écouté, a souri au bon moment et hoché la tête aux bons endroits, mais à l'intérieur, elle se brisait. Lily ne savait pas. Elle ne savait pas que son petit cœur s'affaiblissait chaque jour. Elle ne savait pas que sa mère cherchait désespérément un moyen de la sauver sans savoir comment. Emma a fait dîner Lily, l'a baignée, lui a lu une histoire et l'a bordée dans son lit. Elle s'est assise à côté d'elle, regardant sa fille dormir, regardant son visage paisible dans la lumière tamisée, regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser à chaque respiration. Elle voulait pleurer, mais aucune larme ne venait. Elle avait oublié comment pleurer il y a longtemps. On a frappé à la porte, Emma a sursauté et a regardé l'horloge. Presque 22 heures. Qui viendrait à cette heure? Elle s'est levée, a marché vers la porte, a regardé par le Judas et s'est figée. Roman Vulov se tenait dans le couloir, son visage aussi illisible que jamais. Emma a ouvert la porte, son cœur battant la chamade. « Qu'est-ce qu'il y a » a-t-elle demandé d'une voix rauque. « Quelque chose s'est-il passé » Roman n'a pas répondu tout de suite. Il lui a tendu une enveloppe blanche, épaisse et lourde. De la part de M. Petro, a-t-il dit, puis il s'est retourné et a descendu le couloir sans un mot de plus. Emma est restée sur le seuil, regardant son dos disparaître dans la cage d'escalier, puis a baissé les yeux sur l'enveloppe dans sa main. Elle a refermé la porte, l'a verrouillée soigneusement et est allée à la table de la cuisine. Elle s'est assise, a posé l'enveloppe devant elle et l'a fixée un long moment avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient 2 choses, un chèque et une petite note manuscrite. Emma a regardé le chèque et le monde a semblé s'arrêter de tourner. 200 000 $, le montant exact de l'opération de Lily.
Ses mains tremblaient en ramassant la note. L'écriture inclinée et nette ne pouvait appartenir qu'à Nikolai. Ceci n'est pas un cadeau, c'est un investissement dans une bonne mère. Remboursez-le quand vous le pourrez ou jamais. Cela n'a pas d'importance. Emma a lu ces lignes encore et encore. Une fois, 2 fois, 10 fois. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas pourquoi un homme comme Nikolai Petrov ferait cela. C'était un chef de la mafia. Impitoyable, froid. Il ne devrait pas se soucier d'une mère célibataire et d'une petite fille avec un cœur défaillant. Mais il l'a fait. Il s'en était soucié depuis le début. Depuis le jour où il avait appelé son nom dans le hall. Depuis le jour où il lui avait donné l'opportunité de formation. Depuis le jour où il lui avait parlé de la sœur qu'il avait perdue parce qu'il n'y avait pas d'argent pour le traitement. Il se voyait en elle. Il voyait l'enfant qu'il n'avait pas pu sauver en Lily, et il refusait de laisser l'histoire se répéter. Emma est restée assise là, une main tenant le chèque, l'autre serrant la note manuscrite. Et pour la première fois en 3 ans, elle a pleuré. Pas de sanglots silencieux, pas de larmes retenues. Elle a pleuré comme si une porte qui avait été scellée en elle pendant des années s'était enfin ouverte de force. Les larmes coulaient sur ses joues, sur son menton, sur la table, sur le chèque de 200 000 $. Elle a pleuré de soulagement, de gratitude, parce que Lily aurait l'opération, parce que sa fille aurait une chance de vivre. Elle a pleuré parce que pour la première fois de sa vie, quelqu'un la voyait se noyer et tendait la main pour la tirer vers le haut, au lieu de rester là à regarder. Elle a pressé le chèque contre sa poitrine et a regardé par la fenêtre de son petit appartement, sur le ciel nocturne de New York, où les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles. Quelque part dans cette ville, Nikolai Petrov était dans sa tour de pouvoir, aussi froid et impitoyable que tout le monde le croyait. Mais Emma savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Sous la glace, il y avait un cœur qui savait encore souffrir. 6 mois plus tard, Emma se tenait devant le miroir des vestiaires du personnel à l'Obsidian, ajustant le col de son gilet avant de commencer son service. Elle était maintenant la réceptionniste en chef du club, Clara lui faisant confiance pour aider à former le nouveau personnel. Considéré par David comme le successeur naturel à son poste lorsqu'il prendrait sa retraite l'année suivante. Mais la chose la plus importante n'était pas son travail. Lily avait été opérée avec succès 4 mois plus tôt. L'opération avait duré 6 heures, les 6 heures les plus longues de la vie d'Emma, alors qu'elle était assise dans la salle d'attente de l'hôpital, les mains jointes, priant quiconque pouvait l'entendre. Lorsque le Dr. Helen Park est sorti avec un sourire et a dit que l'opération avait été un succès, Emma s'était effondrée sur une chaise et avait pleuré comme jamais auparavant. Maintenant, Lily se rétablissait mieux que quiconque ne l'avait espéré. Elle pouvait courir sans allaiter, monter des escaliers sans s'arrêter pour se reposer, vivre comme une enfant de 6 ans normale pour la première fois de sa vie. Chaque matin, quand Emma se réveillait au rire de sa fille, elle remerciait silencieusement l'homme qui avait donné à Lily cette chance de vivre. La mère d'Emma était toujours faible, mais elle était bien mieux prise en charge. Emma avait embauché une aide à temps partiel pour assister sa mère pendant qu'elle était au travail. Sa mère ne passait plus des journées entières seule, n'attendait plus en silence que sa petite fille rentre de l'école. L'appartement était toujours petit, mais il était plus chaleureux maintenant, plus lumineux, rempli de plus de rire. Emma avait commencé à rembourser Nikolai. Chaque mois, elle mettait de côté une partie de son salaire et l'envoyait par Roman Vulov avec une petite note listant le montant et un bref mot de remerciement. Elle savait qu'il faudrait de nombreuses années pour rembourser la somme totale avec son revenu actuel, mais elle le rembourserait dollar par dollar parce que c'était sa dignité. Nikolai n'a jamais mentionné l'argent. Il n'a jamais refusé ses paiements non plus. Il les a simplement acceptés en silence, comme si c'était un accord tacite entre eux qui ne nécessitait aucune discussion. Leur relation avait changé d'une manière qu'Emma ne savait pas vraiment nommer. Nikolai était toujours son employeur, toujours le chef de mafia froid que la ville entière craignait. Mais avec Emma, il était différent.
Chaque fois qu'il passait devant la réception, il s'arrêtait une seconde, lui faisait un signe de tête, posait parfois une courte question. Comment va Lily? Juste ces 3 mots. Mais Emma savait ce qu'ils signifiaient. Il se souciait à sa manière. Distant et retenu, et du diront, mais toujours attentionné. Parfois, quand Emma restait tard pour terminer son travail, elle remarquait la lumière encore allumée dans son bureau au 40e étage. Parfois, elle se demandait s'il était seul, un homme avec tout le pouvoir et l'argent du monde, mais personne en qui il pouvait vraiment avoir confiance. Parfois, elle se demandait si leur histoire se terminait ici ou si ce n'était que le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Emma ne connaissait pas les réponses. Elle savait seulement que lorsqu'elle se réveillait chaque matin, elle ne craignait plus l'avenir. Elle savait que Lily irait bien, que sa mère serait prise en charge et qu'elle avait un travail qu'elle aimait. Elle était passée d'une femme de ménage de nuit invisible, nettoyant les sols à 2 heures du matin, à une réceptionniste principale se tenant à la lumière du jour. Elle était passée d'une femme rejetée pour ne pas correspondre à une image à une femme respectée pour sa vraie capacité. Emma s'est regardée dans le miroir, a regardé la femme qui la regardait. Elle l'a reconnue pour la première fois depuis de nombreuses années, et elle s'est vraiment reconnue. Les diplômes peuvent ouvrir des portes, mais le caractère et l'effort décident qui mérite de les franchir. Et parfois, ce dont une personne a besoin n'est pas une opportunité. C'est d'être vue pour qui elle est vraiment. Emma avait été vue, et maintenant, elle se tenait exactement à sa place. Ceci est l'histoire d'Emma Cole, une mère célibataire qui n'a jamais abandonné même quand la vie la poussait dans ses recoins les plus sombres. Cette histoire nous rappelle que la dignité ne peut pas être prise à moins que nous ne l'autorisions, que la persévérance tranquille vaut plus que 1000 mots polis, et que parfois la lumière vient des endroits où nous nous y attendons le moins. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez aimer et partager cette vidéo avec les personnes qui vous sont chères. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer de nouvelles histoires émouvantes chaque jour. Nous serions ravis d'entendre vos pensées. À quoi cette histoire vous a-t-elle fait penser? Avez-vous déjà vécu un moment dans votre vie où vous vous êtes senti invisible? Quand vous avez été jugé sur les apparences plutôt que sur qui vous étiez vraiment? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Nous avons vraiment hâte de lire chaque mot de votre cœur. Merci d'avoir passé votre temps avec nous aujourd'hui. Nous vous souhaitons à tous une bonne santé, une vie joyeuse et la paix chaque jour. N'oubliez jamais, quelle que soit la difficulté de la vie, de ne jamais abandonner votre dignité car c'est la chose la plus précieuse que personne ne pourra jamais vous prendre. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.